Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 2017-2018 du podcast Junior, émission consacrée aux actualités du monde du hockey junior, particulièrement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, on vient d'assister en fait au premier week-end de la saison régulière. Chaque équipe a joué deux matchs, ou enfin presque. On y viendra un peu plus tard sur ce qui s'est passé à Gatineau hier. Et pour en parler, en fait, pour parler de la première fin de semaine d'activité de la Ligue, je suis en ligne avec mon ami Maxime Larouche, qu'on connaît en fait pour sa couverture des Foreurs de Val-d'Or au fil des... Ça fait combien de temps, Max, que tu travailles, entre guillemets? En fait, j'ai commencé pour les Foreurs en fin de semaine. C'était mes premiers matchs. L'année passée, je suivais beaucoup les Foreurs aussi, mais je me concentrais un petit peu aussi sur le reste de la Ligue. Cette année, c'est sûr que mes efforts vont être beaucoup concentrés à Val-d'Or. Et on a pu te lire en fait sur plusieurs médias là, au cours des 2 dernières années. Tu as été chez Mise en échec, chez Hockey TV, chez Parlons Junior, chez AO Prospects. Tu as fait des chroniques à la radio. Tu es assez versatile. Ouais, c'est sûr qu'on aime ça suivre le hockey junior. Puis c'est quelque chose, je pense aussi, qui est pas tant fait que ça au Québec. Donc c'est le fun pour les jeunes comme moi de pouvoir le suivre puis être suivi aussi par les jeunes. Et je rappelle en fait, j'indique à ceux qui nous écoutent présentement au fil de l'entrevue, assez impressionnant, et je le dis à toutes les fois, je pense que j'en parle à toutes les fois qu'on se parle. Maxime qui est âgé de... T'as 16 ans si je me trompe pas, Max? De 16 ans, un gars extrêmement talentueux, pas mal plus que ce que moi j'étais à son âge, et je peux dire une chose, je suis persuadé qu'un jour on va entendre ce gars-là à la radio ou à TV à quelque part, je suis certain de ça. Tu me gênes, là. Ah ben écoute, c'est faux. Mettre la pression. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est un bon stress, on jase, on a du fun. C'est beaucoup, hein? Ok, donc on va commencer en fait sur un peu ce qui s'est passé en fin de semaine. On va y aller avec les Foreurs. Ça a été une fin de semaine assez mouvementée. Pas mal des matchs, certains des matchs les plus intéressants en fin de semaine. Ah ben oui, ça a commencé vendredi avec l'ouverture pour le 25e anniversaire de l'équipe. Donc des beaux souvenirs à Val-d'Or qu'on a eu là. Et ça a commencé, les Foreurs qui ont vraiment bien commencé le match. Ça a été intéressant de suivre l'évolution de ce match-là parce que, comme tu as dit, ça a été un des matchs les plus intéressants, les deux en fait semaine des Foreurs. On a assisté à des belles remontées. Malheureusement, ça n'a pas été les Foreurs les deux. Ça n'a pas été les Foreurs, c'est les Foreurs qui se sont fait jouer le tour les deux fois. Les deux matchs en fait de la fin de semaine, les Foreurs ont eu les devants à un moment donné dans le match 4-1. Et on sait les Foreurs cette année, ça va être une très jeune équipe. On va avoir la chance de suivre ça au courant de l'année. Et dans 2-3 ans, vont certainement être une puissance de la Ligue. Mais cette année, c'est vraiment une jeune équipe, puis ça se voit justement dans ces matchs-là. Je pense que de perdre des avances comme ça va arriver quelques fois cette saison. J'en suis persuadé à cause que c'est une jeune équipe. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça va leur permettre d'apprendre et ça va être excellent pour le reste des carrières des jeunes. OK. Je pense qu'on a eu l'occasion, en fait, d'en voir quelques-uns s'illustrer. Enfin, on a donné déjà le départ de samedi dans le match face aux Voltigeurs. On a donné le départ au jeune gardien de 16 ans, Jonathan Lemieux, Étienne Monpetit a gardé le premier match face au Phoenix, et ensuite, on a vu Jonathan Lemieux. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Jonathan Lemieux, je pense que je suis prêt à dire qu'il va être très bon dans la LHMQ. J'en parlais avec des partisans ce soir-là, avec des gens sur la galerie de presse. Il était dans le filet avec une prestance incroyable pour un gars de 16 ans. Surtout un gardien, on le sait, l'adaptation, souvent, c'est plus difficile. Là, il avait très bien fait dans les matchs préparatoires. Et là, il arrive dans la saison. Fait que là, on a vu que c'était lui devant le filet. On s'est dit, bon, premier match, on ne sait pas trop comment il va réagir. Mais dès le début du match, on l'a vu, c'est sûr, on voyait des petits signes de nervosité et c'est très normal, mais plus le match avançait, plus on voyait une confiance, une prestance incroyable. Oui, il a accordé quelques buts, sa moyenne de buts. Tu regardes la moyenne de buts du gardien, tu te dis OK. Mais au match, c'est complètement différent. C'est souvent ça avec les gardiens d'ailleurs. Tu peux pas analyser un gardien seulement en regardant les statistiques. Non, c'est ça. Les statistiques ne font vraiment pas foi de tout, surtout pas dans le hockey junior. Donc là, un gardien de petit gabarit,
et c'est drôle, on le compare à Étienne Montpetit. Donc, moi, j'ai dit, il va être aussi bon qu'Étienne Montpetit, et je le dis encore. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu samedi. Très agressif. Une belle technique. Je pense vraiment que ça a été un très bon choix des foreurs. Et l'avenir devant le filet. On le sait, les foreurs, il y a déjà des mots d'échange qui vont partir bientôt pour Étienne Montpetit. Les foreurs qui sont en transition un petit peu. Donner le poste de gardien numéro 1 à un gardien de 16 ans, j'ai de la misère avec ça un peu, mais avec ce que j'ai vu hier du gardien le mieux, je pense que j'hésiterais même pas à le faire. OK. Faut quand même. C'est ça, pour un gardien de 16 ans, c'est quand même un risque. On se souvient l'an passé qu'Olivier Rodrigue avait eu des débuts, écoute, incroyables avec les Voltigeurs de Drummondville. Puis, sans dire que plafonné, disons que ça a été vraiment plus difficile par la suite. Donc, c'est certain que ça aurait il y aurait un certain risque quand même, mais disons que c'est un bon début puis que les choses semblent bien se dessiner dans le cas de Jonathan Lemieux. Ouais, très confiant, et puis je pense que il va devoir et il va apprendre beaucoup d'Étienne Montpetit. Excellent. On va glisser en fait quelques mots sur la suspension qui a été donnée au défenseur des Foreurs, Médéric Racicot, sans rentrer trop dans les détails puis sans partir un débat là-dessus. On sait que c'est un sujet qui est vraiment chaud là, auprès des amateurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peux-tu un peu nous décrire les événements? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a le jeune Poulain du Phoenix de Sherbrooke qui est rentré dans la zone des Foreurs. A fait une passe à un coéquipier, et à ce moment-là, le temps qui s'est écoulé entre la mise en échec et la passe, dur à dire un petit peu. Je dirais, est-ce que c'est une seconde? C'est moins qu'une seconde. Je dirais environ une seconde. Est-ce que la mise en échec était tardive? Absolument. Est-ce que la mise en échec était à la tête? Avec les caméras, on s'en parlait tantôt avant d'entrer en onde, avec les caméras de la LHJMQ, c'est difficile de voir. C'est pas toujours évident, effectivement, dépendant des endroits. Non, c'est ça. Est-ce que ça a touché la tête? Dur à dire. C'était proche. Là, ce qui devient difficile de juger, le 6 matchs. Est-ce que ce 6 matchs-là va servir un peu de baromètre pour le reste de la saison? Est-ce qu'on voulait simplement envoyer un message aux joueurs que les mises en échec à la tête? Ça a toujours été le cas. On a toujours voulu faire ça, donner des messages dès le début de la saison. Est-ce qu'ensuite les suspensions vont être moins longues? Ça reste à voir. Mais je pense que la Ligue envoie un message. Et, honnêtement, je pense qu'elle fait bien. Est-ce que 6 matchs, c'est beaucoup? Absolument. Mais je pense qu'on va pouvoir juger si cette suspension-là est vraiment nécessaire après les autres suspensions qu'il va y avoir. OK. Bon. Pour conclure sur les Foreurs, avant de passer à d'autres choses, il y a Simon Lafrance, l'attaquant des Foreurs, qui a été nommé le joueur de la semaine grâce à une performance de 6 points au cours des 2 premiers matchs. On parle de 2 buts et 4 passes. Je me rappelle de Lafrance l'an passé, qui avait connu des débuts fort intéressants sur un trio avec François Beauchemin et Mathieu Nadeau l'année passée. Puis là, on dirait qu'il semble repartir sur les chapeaux de roue cette année. Une situation assez spéciale, celle de Simon Lafrance, parce que a été repêché. Ensuite, a joué dans la Ligue de hockey Midget 3. Et là, à 17 ans, on s'attendait à pas mal à le voir percer dans les Foreurs. Mais c'est pas ce qui est arrivé, parce que les Foreurs avaient une très belle profondeur à l'attaque. Donc, on l'a retourné dans le Midget et il a été très, très dominant. Donc, lui a fait son entrée à 18 ans dans la LHJMQ, ce qui est quand même rare pour un joueur, un joueur offensif, un joueur qui a du talent, un certain potentiel d'entrer à 18 ans dans la LHJMQ, a eu besoin d'une certaine période d'adaptation, mais comme tu l'as mentionné, a connu quand même des débuts fort intéressants, en voyant là un bon potentiel. Et là, cette année, à 19 ans, je pense qu'il a montré clairement dans les 2 premiers matchs qu'il était rendu au niveau qu'on attendait de lui. Lui et Mathieu Nadeau ont été extrêmement solides. Offensivement, ça va être les 2 pierres angulaires des Foreurs, aucun doute là-dessus. Et je pense que, on regarde 6 points en 2 matchs, il ne va pas garder cette moyenne-là tout au long de la saison, c'est impossible. Mais une saison d'1 point par match de moyenne, je pense que c'est très réaliste pour Simon Lafrance et de Mathieu Nadeau s'il devait rester dans l'uniforme du vert et or jusqu'à la fin de l'année.
Et juste pour donner une statistique, là, tu me connais, tu sais à quel point je suis un fervent amateur de statistiques. L'année passée, le début de saison, on parle de 12 points aux 15 premiers matchs pour Simon Lafrance. Et ça s'est calmé par la suite. Là. Il y a eu une saison de 19 buts, 22 passes, donc 41 points, et dont 12 de ces points-là aux 15 premiers matchs de la saison. Donc, il y avait eu un premier quart de saison, disons, très, très productif. Oui, ensuite, a vraiment connu une fin de saison plus lente, mais ça, c'est normal. Au début, faut rappeler aussi que Mathieu Nadeau, en début de saison l'an dernier, certains certains auditeurs vont probablement s'en rappeler, était au sommet des pointeurs de la LHJMQ, Mathieu Nadeau. Ben oui, jusqu'à ce que Benjamin Gagné lui slash les deux mains dans un match et qu'il se blesse pour un certain temps. Oui, Mathieu Nadeau qui a été blessé une certaine période l'an dernier, mais a vraiment connu une explosion offensive. Et cette année, ça va être vraiment encore la même chose. Il va reprendre où il l'a laissé l'an dernier. Et là, il va être avec Simon Lafrance pour... ça va être un très bon duo chez les Foreurs. Même s'il ne joue pas nécessairement sur le même trio à tous les matchs, on ne sait pas trop ce que Mario Durocher va faire avec ça. C'est sûr que c'est intéressant de voir les mix avec les jeunes, voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'avec une jeune équipe comme les Foreurs, de placer des jeunes avec des bons vétérans offensifs pour leur permettre d'amasser des points, d'amasser de l'expérience, c'est une très bonne chose. Et j'espère que Mario Durocher va justement essayer plusieurs choses. C'est le temps en début de saison. L'a fait beaucoup pendant les matchs pré-saison, ce qui était une bonne chose. On a vu les très belles choses des jeunes des Foreurs et ainsi que des vétérans. Mais là, on a hâte de voir ce que ça va faire. Moi, j'ai surtout hâte de voir après par exemple, 10 matchs, de quoi ça va avoir l'air au niveau des points. Là, je pense qu'on va avoir une idée plus claire des combinaisons qui vont rester stables au cours de la saison. OK. Bon, ben parfait. Donc, on va continuer, en fait, avec l'autre équipe de l'Abitibi. On va poursuivre avec ton coin, les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont connu, qui ont connu un très bon début. On parle de 2 victoires lors des 2 premiers matchs. Ils ont tout d'abord gagné leur premier vendredi soir 4-2 face aux Voltigeurs de Drummondville. Et ensuite, une victoire de 4-1 contre le Phoenix de Sherbrooke le lendemain, samedi dernier. Et on a pu voir, en fait, là, au cours de ces matchs-là, que les jeunes joueurs de cette équipe-là sont déjà prêts, mais démontrent déjà des choses extrêmement intéressantes pour les Huskies. En fait, on sait que les Huskies sortent de grosses années, donc on doit passer par une certaine reconstruction, mais ça semble déjà bien commencer. Déjà, on a vu que Raphaël Harvey-Pinard, Félix Bibeau, qui ont joué en fait chez les Huskies l'an dernier, ont connu des débuts intéressants. On parle également d'Alex Bocage, la recrue qui a amassé 2 aides au cours des 2 premiers matchs, tout comme l'autre recrue Vincent Marleau. Il y a également les Justin Bergeron, Alexis Arsenault qui ont marqué leur premier but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et finalement, qui trône au sommet des pointeurs des Huskies, il y a Patrick Rehorchak, le joueur européen qu'ils ont sélectionné lors de la dernière séance du repêchage d'Europe. Et donc, c'est un début intéressant là, pour les Huskies. On sait que c'est une équipe qui pourrait encore faire des ravages cette année, malgré qu'ils font confiance à plusieurs jeunes, comme on l'expliquait. Ouais, je pense que les Huskies pourraient se battre pour l'avantage de la glace en série. Malgré quelques départs, peuvent compter en défensif sur un certain Zachary Lauzon, choix des Penguins de Pittsburgh au dernier repêchage de la Ligue nationale, lui qui va être extrêmement solide. Et ensuite, en attaque, tu les as nommés. Je pense que plusieurs bonnes recrues. Tu as nommé Alex Bocage, très impressionné par le travail du jeune. Raphaël Harvey-Pinard, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui l'an dernier. C'est sûr que devant le filet, il y avait un petit point d'interrogation quand même. Mais là, je pense que Samuel Harvey a montré qu'il était prêt à connaître une grosse saison, a eu des très bonnes statistiques. En défensive, on parlait de Lauzon, mais il y a aussi Tyler Ford, à qui l'an dernier des Moussets d'Halifax, qui devrait connaître une grosse saison, que le jeune Chris McRae, Jacob Neveu également. Donc, c'est tous des gars qui, oui, il y a beaucoup de recrues, mais il y a aussi des bons vétérans qui vont pouvoir amener cette équipe-là, comme je le disais, peut-être à avoir l'avantage de la glace en première ronde des séries, donc finir dans les 8 premières positions. Est-ce que j'y crois? Honnêtement, je pense qu'une des Huskies, c'est plus une équipe peut-être de 10, 11, 12e position. Je pense que la 10e position, ce serait très réaliste, mais je pense que la 8e est très réaliste également. Donc, on va voir ce qui va se passer, surtout
c'est difficile en ce moment de faire des prédictions. On va voir ce qui va se passer au niveau des transactions. Ensuite, on pourra vraiment se prononcer davantage là-dessus. Mais est-ce que je pense que les Huskies ont une bonne équipe? Évidemment, la réponse, c'est oui. Parfait. On va poursuivre. En fait, on va y aller avec deux équipes qu'on place déjà au sommet du classement général. Les Tigres de Victoriaville et l'Armada de Blainville-Boisbriand. Même, on pourra glisser un mot sur les Moussets d'Halifax un peu plus tard. Les Tigres qui ont remporté leurs deux premières parties. Tout d'abord, ils se sont fait chauffer par les Olympiques de Gatineau lors de leur match d'ouverture. C'est Maxime Comtois qui a marqué le but gagnant en prolongation pour l'emporter 2-1 face aux Olympiques. Et finalement, samedi, les Tigres ont refait le coup. Ils sont allés chercher une autre victoire. Non, dimanche, c'est-à-dire, excusez-moi, une victoire de 4-3, toujours en prolongation face aux Cataractes de Shawinigan. Et devinez quoi, c'est encore Maxime Comtois qui a marqué le but gagnant en prolongation. D'ailleurs, Comtois qui a marqué 3 buts au cours de ces deux matchs-là. On sait qu'il sort d'une saison extrêmement difficile. On sait qu'il était classé très haut au début de la saison dernière en vue du repêchage, a chuté, est sorti finalement en deuxième ronde et tout ça. On sait que y a des joueurs, comme a dit Louis Robitaille en entrevue, qui ont des choses à se faire pardonner un peu par rapport à l'année passée quand on parle de Pascal Laberge et de Maxime Comtois. Et comme on s'attendait, l'équipe semble avoir du punch en attaque. Ouais, je pense que ce qui va être intéressant, les deux joueurs, surtout que je vais suivre, moi, c'est Maxime Comtois et Ivan Kozorenkov. Je pense que c'est deux joueurs qui vont connaître des grosses saisons. Comtois, tu en as parlé de sa saison plutôt difficile l'an dernier. Mais là, il va vouloir prouver que c'était une erreur de parcours, justement. Là, il a été repêché dans la Ligue nationale. Il va vouloir prouver qu'il a sa place dans la Ligue nationale dans quelques années. Il va vouloir prouver également qu'il est capable de produire dans la GMQ offensivement, comme être capable d'être fiable défensivement. Alors qu'Ivan Kozorenkov, lui, ça va être intéressant de voir aussi. Je pense qu'il pourrait connaître une très grosse saison et se hisser parmi les meilleurs pointeurs de la LHJMQ. Sinon, en défensive, Vincent Lanoux, que je connais bien, un ancien des Foreurs, lui, on peut en parler un peu de sa situation. Avait pas vraiment de niche à Val-d'Or parce qu'on avait beaucoup de défenseurs. Donc, on a été transigé au Tigre de Victoriaville. Et l'an dernier, c'était en retour de Yann Mandat, si je me trompe pas. Non, c'était une autre transaction. Ah, okay. Si je me trompe pas, c'était en échange de Pirota. OK. Mais bref. Ouais, c'est pas grave. Donc l'an dernier, Lanoux qui a connu une très grosse saison, qui a vraiment connu son éclosion. Et je pense que cette année, ça sera pas différent. Lui, je serais pas surpris de le voir parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue au niveau des défenseurs de la LHJMQ. Et surtout à surveiller au niveau du différentiel des plus et moins. Oui, en effet. On va passer maintenant à l'Armada de Blainville-Boisbriand qui a disputé, on va dire qu'il n'a disputé qu'un seul match finalement, étant donné que le match d'hier, de dimanche, à Gatineau a été annulé après une période en raison de la chaleur qu'il a subie en fait au cours de la fin de semaine. Les conditions de la glace à Gatineau devenaient très très difficiles, même on l'a vu dans certains autres amphithéâtres où le match s'est poursuivi. Par contre, on a arrêté ça après une période à Gatineau, si bien que l'Armada officiellement n'a complété qu'un seul match, une victoire de 4-3 en temps réglementaire face aux Cataractes de Shawinigan. On sait que l'Armada également devrait être une puissance cette année. Il y a encore beaucoup de bons éléments dans cette équipe-là, et ce, à toutes les positions. Oui, effectivement. Et la plus grande question, est-ce que Pierre-Luc Dubois sera de retour? Ça, je peux dire une affaire, Joël Bouchard ne s'en plaindrait pas s'il reverrait son grand numéro 18 revenir faire un tour à Boisbriand. En effet, je pense qu'avec Alexandre Alain et Alex Barré-Boulet, l'Armada n'est pas à plaindre en offensive. Ajouter à ça Pierre-Luc Dubois, ça devient très solide. En plus, Joël Teasdale devrait connaître une grosse saison. Je pense que ça fait des bons trios équilibrés du côté de l'Armada, un top 6 qui devrait être extrêmement solide. Oui, et je vais en glisser un mot. En fait, ça fait une bonne transition. J'ai parlé de ce match face aux Cataractes de Shawinigan, donc qui ont perdu leur premier match 4-3 face à l'Armada et qui se sont inclinés le lendemain face aux Tigres en prolongation. Je dois dire que c'est une équipe que je vais être énormément intéressé à suivre. J'en ai parlé dans le premier épisode, dans l'entrevue avec Mathieu Vachon. C'est une équipe on pourrait les appeler cette année les points d'interrogation de Shawinigan. C'est vraiment
inconnu complètement vers quoi on s'en va. Et vraiment, les Cataractes devaient jouer contre probablement les 2 meilleures équipes de la Ligue. Et bien qu'ils n'ont accumulé qu'un seul point sur 4, je dois dire que j'ai été impressionné par leur prestation. D'ailleurs, j'avais mentionné justement dans l'entrevue avec Mathieu que Samuel Asselin allait devoir être un joueur qui allait devoir produire, étant donné qu'il était un des quelques vétérans à l'attaque. Et il se retrouve au premier rang des pointeurs de l'équipe avec 2 buts et 1 passe au cours de ces matchs-là. Il y a également Gabriel Denis qui a amassé 1 but et 2 passes, la recrue Gabriel Denis, et tout comme Jérémy Manceau qui a également récolté 3 points. Autrement dit, il y a quand même encore des bons éléments à Shawinigan. Ben oui, je pense que ajouter à cela Samuel Girard, s'il était de retour, moi je pense que oui. Je pense que pas un défenseur qui est nécessairement prêt pour la Ligue nationale va peut-être débuter la saison avec Nashville compte tenu de certaines blessures. Mais je pense qu'avec un retour de Samuel Girard, tout est possible pour les Cataractes parce que, évidemment, avoir un corps arrière comme ça à la défensive, ça permet une relance de l'attaque qui est très rapide. Donc, automatiquement, l'entrée en zone offensive se fait plus efficacement. Donc, du même coup, beaucoup plus de chances de marquer. C'est une roue qui tourne. Donc, je pense que le retour de Girard, qui doit se faire attendre, avouons-le, de l'organisation des Cataractes, parce que c'est sûr que lui, ça va être la pierre angulaire. Ça, c'est pas une question de l'équipe au complet. Je pense que il pourrait, il va connaître une saison extraordinaire. C'est pas un point d'interrogation, à moins d'une blessure majeure où je vois pas de quelle façon ça pourrait tourner. Mais au niveau des points, ça va être extraordinaire la saison qu'il va connaître. Oui, en effet, je dirais qu'il va permettre aux Cataractes d'acheter du temps, on va dire, parce qu'on s'entend, si Samuel Girard revient, les Cataractes vont l'échanger à Noël. Il n'y a pas de questions à se poser là. Il va falloir qu'on regarnisse, c'est-à-dire notre banque de choix au repêchage du côté des Cataractes. Est-ce qu'il y a des questions à se poser là? On ne sait jamais ce qui pourrait se passer, mais effectivement, ce serait vraiment le plus logique de l'échanger. Je ne vois pas de quelle façon on pourrait ne pas le faire. Mais si les Cataractes se tiennent en milieu de peloton au temps des fêtes, on ne sait jamais. Eh oui, on ne sait jamais, c'est vrai. C'est une bonne façon de conclure là-dessus. On va continuer en fait le tour du côté de la division Est qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé en fin de semaine, on va commencer avec le Drakkar de Bécomo qui a eu une fin de semaine, je vais dire, en 2 temps. Tout d'abord, une victoire sans équivoque de 5-0 face à l'Océanique de Rimouski. Vraiment, c'est 2 matchs que j'ai regardés. Et le match de vendredi, l'Océanique n'a jamais été dans le coup. Écoute, il y avait même pas 5 minutes de jouer et le Drakkar menait déjà 3-0. Ça, c'est sans compter un but qui avait été refusé pour hors-jeu. Autrement dit, on venait d'accorder 4 buts en quelques minutes. Et finalement, ça s'est terminé 5-0. Le Drakkar qui avait été complètement dominant face à l'Océanique. Et ça s'est pas répété le lendemain. En fait, samedi, le Drakkar s'est incliné par la marque de 4-1 face au Rempart de Québec. Et pourtant, le Drakkar qui avait disputé une bonne première période. C'était un bon match. Après 20 minutes de jeu, le Drakkar avait pris les devants 1-0 suite au premier but de Saya Gallo-Demetris. Et finalement, on ne s'est pas présenté pour les 2e et 3e périodes. Et c'est ce que l'entraîneur-chef Martin Bernard a dit dans son point de presse. Il s'y attendait un peu, disons, qu'après une performance de 5-0, on s'assoit un peu sur nos lauriers, qu'on arrête de travailler. Et c'est le genre de choses qui arrivent. Et il n'avait pas trop l'air content, mais disons qu'on préfère que ça arrive présentement au 2e match de la saison qu'en fin d'année ou dans les séries éliminatoires. Non, c'est certain qu'en fin d'année, le Drakkar, je pense que tu parlais un peu des Cataractes qui étaient des points d'interrogation. Je pense qu'on pourrait parler sensiblement de la même chose du côté du Drakkar, qui, à mon avis et à l'avis de plusieurs analystes, vont connaître une bonne saison. Mais une bonne saison à quel niveau? Donc, je pense que c'est une équipe qui a des jeunes qui ont acquis une certaine expérience l'an dernier. Mais est-ce que ces jeunes-là vont savoir justement porter l'équipe sur leurs épaules pour se rendre peut-être... est-ce qu'une deuxième ronde en série serait envisageable pour le Drakkar? Certainement, parce qu'il y en a toujours des surprises. Mais est-ce que, par exemple, le Drakkar pourrait obtenir l'avantage de la glace en premier tour de série?
C'est une question dont on va avoir des réponses en fin de saison. C'est d'ailleurs c'est l'objectif que le directeur général Steve Ahern a énoncé en début de saison et pendant le camp d'entraînement. L'objectif, c'est de terminer parmi les 8 premières équipes et d'aller chercher l'avantage de la glace pour une première ronde en séries éliminatoires. Donc au moins, si on réussit à accomplir ça, on pourra dire que le travail aura été fait selon les objectifs qu'on s'était donnés. De ce côté-là, on va noter en fait au cours des 2 matchs la performance du gardien Antoine Samuel qui revient du camp d'entraînement des Canadiens de Montréal. On voit en fait ces statistiques, là, on parle d'une moyenne de buts de 1,51 si je ne me trompe pas et un pourcentage d'efficacité de 958 et le jeu blanc donc à son premier match face à l'Océanique et a connu un gros match quand même face au Rempart, il faut le dire, bien qu'on ait perdu 4-1 du côté du Drakkar. Une performance là, d'une quarantaine d'arrêts pour Antoine Samuel qui va être le château fort de cette équipe-là et je vais dire que je voyais une différence dans son jeu au cours des 2 premiers matchs comparativement à l'année passée. On sait que c'est un gardien qui a je vais dire le gabarit parfait pour les gardiens de but, là, ni trop grand, ni trop petit, ni trop gros, ni trop mince. Là, on parle de 6 pieds 3 pouces et autour de 200 et quelques livres. Donc, autrement dit, une shape qui ressemble pas mal à celle de Carey Price. Et c'est un peu à lui qui me faisait penser au cours de la fin de semaine, dans son style, dans sa façon de se comporter dans le match face à l'Océanique. Bien que l'Océanique ait perdu 5-0, ils ont récolté quand même quelques bonnes chances de marquer et ça semblait si facile pour Samuel de faire les arrêts. Ses déplacements étaient à point, très calme devant son filet, couvre beaucoup d'espace. Vraiment, les succès de cette équipe-là, oui, ils vont passer par l'attaque qui est menée par des jeunes leaders, mais Antoine Samuel va se devoir de connaître une excellente saison. Oui, Samuel doit avoir travaillé justement avec l'organisation du Canadien, avec très probablement l'entraîneur de gardien du Canadien. Donc, il se dit que le style ressemblait à celui de Carey Price un peu. Je pense que Stéphane Waite ne doit pas être étranger à cette impression-là. Non, et pour conclure, en fait, avec l'Océanique, bien qu'ils ont subi une défaite cuisante lors de leur premier match, ils ont réussi à connaître la victoire au cours de la deuxième partie, c'est-à-dire samedi à Chicoutimi. On a réussi à remporter le match par la marque de 2-1 face aux Saguenayens au Saguenay. C'est une victoire qui a été acquise par Colton Ellis, le gardien de 17 ans qu'on a acquis des Screaming Eagles du Cap-Breton, qui va être probablement celui qui va récolter, voir le plus d'actions au courant de la saison. Et on en profite d'ailleurs pour mentionner qu'Alexis Lafrenière a obtenu son premier point dans la Ligue junior majeure du Québec lors de ce match-là, donc sur le premier but de la saison de l'Océanique. Alexis Lafrenière a récolté une mention d'aide et c'est finalement Alex-Olivier Voyer qui a tranché le débat en prolongation. Alors, allons-y avec les Saguenayens qui ont subi la défaite lors de leurs 2 matchs de la fin de semaine, donc lors de celui-ci face à l'Océanique, et ils avaient également perdu la veille face au Rempart de Québec. Ça risque d'être une saison difficile à Chicoutimi, bien qu'on a le retour de quelques joueurs, ça risque d'être difficile. Ouais, je pense que c'est pas une cachette là non plus, on a beaucoup donné pour les séries l'an dernier. Je pense que c'était une opération charme qu'on voulait mener auprès des partisans. Donc, faire l'acquisition, par exemple, des frères Climat de Moncton, faire l'acquisition de Olivier Galipeau en cédant notamment l'excellent défenseur David Noël. Je pense que c'est des prix qui ont très, très chers qui ont été payés pour les Saguenayens. Par contre, je pense que l'objectif en série l'an dernier a été atteint. On s'est rendu loin, c'est exactement ce qu'on voulait. Mais comme tu l'as dit, cette année, ça va être une année de transition, une année plus difficile, malgré le retour des frères Climat, justement, de Olivier Galipeau, notamment, qui devrait connaître une grosse saison avant de, supposons-le, je pense qu'on peut le supposer d'être échangé au Fight. Même chose peut-être pour les Climats, les bons vétérans de l'équipe. Mais c'est sûr que la saison sera pas... Eux, je pense qu'on peut déjà se dire qu'ils finiront pas dans les 8 premiers. On parle de certains points d'interrogation. Je pense que les Saguenayens, c'est une équipe qui va être quand même dans le bas du classement. Par contre, je pense qu'on a des bons éléments quand même à échanger au fait pour peut-être penser à reconstruire vers l'avenir. Mais c'est sûr que ça ne sera pas cette année qu'on va connaître une grosse saison. Non, probablement pas. En fait, à moins
Pardon. À moins que les joueurs nous fassent mentir, ce qu'on souhaite un peu toujours. Et on va y aller, en fait, conclure avec la division Est, avec les Remparts de Québec, qui ont connu la victoire donc à Chicoutimi et à Bécomo en fin de semaine. Donc 2 victoires en 2 matchs. Il y a eu une performance, en fait 2 très bonnes performances. Tout d'abord du fameux premier trio des Remparts qui va constituer vraiment le cœur de cette attaque-là. On parle de Mathieu Boucher qui a récolté 2 buts et 3 aides, donc 5 points au cours des 2 premiers matchs, tout comme Derek Gentil qui lui a amassé 1 but et 4 passes. Et finalement, le Suisse Philippe Kourachev qui lui a amassé 2 buts, 2 passes, donc pour 4 points au cours de ces 2 matchs-là. Et Maxime, je vais te parler d'un gars que tu connais un peu, le Cerbère, là, le Cerbère des Remparts de Québec, Derek Baribeau, qui a connu une excellente fin de semaine. Donc a connu la victoire au cours des deux matchs de son équipe. On parle d'une moyenne de buts alloués de 1 exactement et d'un pourcentage d'efficacité de 958. Derek Baribeau qui revenait d'un camp professionnel avec le Wild du Minnesota, il n'était pas repêché et il se retrouve avec un contrat en poche. Est-ce que tu penses que ça va être enfin la révélation là, de Derek Baribeau, qui avait été un choix, si je ne me trompe pas, 5e au total des Foreurs? Exactement. Premièrement, je tiens vraiment à lui lever mon chapeau à Derek Baribeau. À Val-d'Or a eu de la difficulté à s'installer. Vous ne connaissez pas des bonnes performances. Je pense que ça a été des matchs difficiles qu'il a connu à Val-d'Or. Il a été échangé à Québec. Je pense que pour lui, c'était la meilleure chose. Je pense vraiment que c'est ça qu'il souhaitait. Vient de la région, donc pouvait jouer devant ses proches. Est-ce que ça va être la révélation? Écoute, le gars n'a pas été repêché. Invité au camp du Wild. J'entendais parler qu'il connaissait un très bon camp. Je me disais, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Là, il signe un contrat. Donc, je pense vraiment, faut vraiment lui lever notre chapeau, d'avoir pas baissé les bras. On peut en parler aussi d'Alex Dorio, par exemple, avec les Penguins de Pittsburgh. Même chose, même histoire. Pas repêché, signe un contrat après un bon camp. Parlons un peu de Québec maintenant. Derek Baribeau, qui... Là, c'est écrit dans le ciel, ça va être le gardien numéro 1, on le sait. Pour la première fois de sa carrière, vraiment, il est affiché comme le gardien numéro 1 d'une équipe dans la JMQ. Lui, je pense vraiment, j'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, la confiance, ça a vraiment... je pense que ça a toujours vraiment été ça le problème, la confiance, la constance également. Mais là, je pense qu'en prenant de la confiance, justement, en voyant beaucoup de glace, en recevant beaucoup de rondelles, ça va vraiment monter vite. Et on l'a vu en venant du camp du Wild, la confiance devait être énorme pour Baribeau. Et là, on a vu ce que ça a donné en fin de semaine. Est-ce que ça va continuer tout au long de l'année? Honnêtement, je lui souhaite énormément. On va voir beaucoup d'actions avec les Remparts, c'est certain. Maintenant, si on parle un petit peu plus généralement des Remparts, est-ce qu'ils vont connaître une bonne saison? Je pense que oui, et je pense que Baribeau ne va pas être étranger à ces succès-là s'il devait continuer sur la lancée qu'il s'est donnée en fin de semaine. Parfait. On va faire un petit tour là, rapidement là, du côté des Maritimes. Statistique intéressante, les Wildcats de Moncton ont récolté une 2e victoire depuis décembre dernier. Ils ont gagné leur premier match cette saison. Ils ont gagné c'était aux Islanders de Charlottetown, si ma mémoire est bonne. C'était vendredi soir, je crois. Oui, exactement, une victoire de 3-1 face aux pauvres Islanders de Charlottetown qui devraient connaître une saison très difficile. D'ailleurs, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Quoi qu'ils ont bien joué, je dois dire, une défaite de 3-1 face justement aux Wildcats et le lendemain, une défaite de 3-2 face aux Mooseheads d'Halifax. Parlons-en des Mooseheads, ça risque d'être une puissance également cette année et on a déjà vu les ravages que les jeunes joueurs et surtout les jeunes attaquants des Mooseheads vont faire fort probablement cette année si on parle non seulement de Benoît-Olivier Groux, mais également de l'Européen Philippe Zadina qui a récolté 3 points à ses 2 premiers matchs. Il y a également le joueur de 20 ans qui est revenu du camp des Canadiens de Montréal, Maxime Fortier, qui a réalisé 4 points en fin de semaine. Et en fait, la menace peut venir de partout finalement de cette équipe-là, les Mooseheads. En ce moment, je pense que c'est vraiment une équipe qui a des très bonnes chances
de se rendre loin en série. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Je suis pas un divin en disant ça. Maxime Fortier qui... C'est incroyable quand même que ce gars-là n'ait pas encore trouvé de façon de gagner un contrat dans la Ligue nationale avec le je dis dans la Ligue nationale, mais dans le hockey professionnel, que ce soit dans la côte Est ou dans la Ligue américaine. Va connaître une saison cette année de combien de points? Beaucoup. C'est ce qu'on peut dire. On sait qu'il avait été dans la course là, au championnat des pointeurs l'an dernier pendant la majeure partie de la saison. Finalement, sa fin de saison avait été moins productive. Il avait quand même récolté des statistiques là, très intéressantes malgré tout, mais avait pas connu une très très bonne fin de saison, du moins pas assez pour se maintenir là, dans les meilleurs pointeurs pour aller chercher ce championnat-là. Mais on parle en effet d'un gars qui a gagné le championnat des pointeurs au niveau midget 3A et qui pourrait possiblement là, le gagner dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, la question se pose en effet, comment ça se fait que ce gars-là n'a pas encore réussi à se trouver un contrat dans une ligue professionnelle. Ça fait quand même 3 ans qu'on le voit au repêchage. Il avait été classé par la centrale de recrutement pour la dernière année, bien qu'il avait 19 ans. On avait quand même inscrit son nom. Finalement, il n'a pas été repêché, mais pour une 2e année de suite, invité, si je ne me trompe pas, au camp des Canadiens de Montréal. Exactement. Et là, l'an dernier, il jouait avec un certain Nico Hischier, un nom qui vous dira certainement quelque chose. Là, il peut se consoler en se disant qu'il va jouer avec Philippe Zadina. Hischier, je commencer la saison dans la Ligue nationale, même va certainement la finir dans la Ligue nationale également, avec les Devils du New Jersey. Donc, comme je disais, il va jouer comme Maxime Fortier avec Philippe Zadina, qui va connaître une très grosse saison. Lui qui va être éligible pour le repêchage de la Ligue nationale cette année devrait sortir en premier tour. Je pense que c'est quasiment une chose certaine. Ensuite, parlons un peu de Xavier Parent. Lui, un choix 4e au total au dernier rencontre de la LHJMQ. Xavier Parent qui lui aussi a un talent offensif, un plus petit gabarit, mais un talent offensif indéniable. Si on va faire un tour en défensive, Jonathan Cheney qui va connaître une grosse saison. Même chose pour Jaron McIsaac qui lui aussi, c'est son année de repêchage. Tu as parlé un petit peu de Benoît Olivier Groux un autre, c'est son année de repêchage qui va vouloir connaître une grosse saison. Alexis Gravel, un autre, qui va connaître une très grosse saison devant le filet des Moussets. Donc je pense que ce qui est incroyable avec cette équipe-là, c'est que la base est formée de joueurs de 17 ans et va déjà être une base dans l'élite de la LHJMQ. Ça va être quoi quand ces joueurs-là vont être rendus à 18-19 ans? La question se pose. Par exemple, peut-être un point d'interrogation, c'est que ces joueurs-là sont si bons que ça à leur âge. C'est qu'on parle de gars qui vont sortir probablement, pour la plupart, en première ronde, là, quand on dit les Benoît Olivier Groux, les Jaron McIsaac, les Philippe Zadina, c'est des gars qui vont sortir en première ronde. Donc, des gars qu'on pourrait possiblement voir dans la Ligue nationale. Là, je parle de Zadina à 18 ans peut-être et de voir peut-être les autres à 19 ans. Donc, est-ce qu'on va les revoir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec lorsqu'ils seront dans leurs meilleures années? Peut-être pas. En tout cas, du moins, peut-être pas tous. Donc, ça va être à suivre au cours des prochaines années. On va terminer, Maxime. Oui, vas-y, excuse-moi. Personnellement, les Moussets, je les vois connaître une très grosse saison cette année, mais je pense vraiment que leur potentiel maximum en tant qu'équipe va être atteint l'an prochain, parce qu'on en a parlé un peu de l'âge et tout. Donc, les joueurs qui vont probablement faire le saut dans la Ligue nationale assez rapidement. Donc, leur pic, je le vois vraiment l'an prochain et peut-être même dans 2 ans qui va encore être une équipe très solide. OK. On va closer en fait l'émission avec... on va parler un petit peu du Titan d'Acadie Bathurst qui s'est fait, je vais dire, surprendre au cours du premier match par les Screaming Eagles du Cap-Breton qui forment quand même encore une excellente équipe. Une défaite de 3-2 en tir de barrage face aux Eagles. Ils se sont repris le lendemain, ou plutôt dimanche, c'est-à-dire ils ont battu les Wildcats de Moncton par la marque de 7-4. Le Titan va avoir là, une offensive à tout casser cette année, on le sait, avec les Antoine Morin, les Jordan Maher, les Jeffrey
Touchon, Viel. L'attaque va venir de partout. Il reste encore peut-être quelques points d'interrogation au niveau de la ligne bleue, comme a mentionné Mathieu Vachon la semaine passée. Oui, on a Noah Dobson et Adam Hallwell, mais qui seront les autres? Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qui va se marquer des buts à Bathurst. Et enfin, cette équipe-là va sortir de la noirceur et se diriger vers le haut du classement. C'est une équipe que je connais un peu moins, honnêtement, mais un gars que je connais bien, c'est Antoine Morin. Et lui, on parlait un petit peu de Maxime Comtois, tantôt, les deux qui ont été repêchés au même endroit dans la Ligue nationale avec les Ducks d'Anaheim. On parlait que Comtois allait connaître une grosse saison, et je pense qu'on peut dire la même chose avec certitude d'Antoine Morin. Lui, les deux ensemble, ça va être très intéressant de suivre leur progression, parce que les deux vont probablement jouer dans la Ligue nationale un jour, probablement même jouer ensemble dans la Ligue nationale un jour. Donc je pense que ce qui est intéressant en même temps avec les deux, il va y avoir une certaine compétition au niveau de la LHJMQ. Leurs deux équipes qui vont être des équipes de haut classement dans la LHJMQ, les deux joueurs qui vont être des top pointeurs de la LHJMQ. Donc je pense que ça va être intéressant de faire la comparaison souvent avec ces deux joueurs-là. Je pense que ça, au niveau des points, est-ce que ça va être semblable? Difficile à dire au moment où on se parle, mais je pense que ça va vraiment être quelque chose, un des points à surveiller dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça va être une bataille intéressante, en effet. J'avais même pas songé, en fait, mais je trouve que c'est une belle histoire, en fait. Donc, on va conclure notre deuxième épisode là-dessus. Maxime, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, c'est un plaisir. Donc, on peut te lire un peu partout sur différents blogs. Tu es toujours chez Parlons Junior, si je ne me trompe pas. Ouais. On peut te lire sur Facebook et Twitter régulièrement. Donc, j'invite tout le monde à aller s'abonner sur tes médias sociaux. Et je vous le rappelle, on l'a entendu pendant plus que 40 minutes, Maxime Larouche, un jeune homme âgé seulement de 16 ans, qui va se retrouver à quelque part un jour, j'en suis absolument certain. Merci encore, mon vieux. Merci beaucoup. À la prochaine.